Aujourd'hui, on me demande de parler de la Lune dans la culture africaine. Il y a des moments où on se demande comment ils font pour le tirage au sort. J'aurais bien voulu que ça tombe sur quelqu'un d'autre. C'est toujours un plaisir de parler de l'Afrique. Et je voudrais juste commencer par rappeler, je sais que tout le monde le sait, mais ce n'est pas une évidence, que l'Afrique n'est pas un pays. Alors, à l'époque, quand je faisais mes études d'ingénieur ici à Paris, à la dernière période de l'année, alors Maram, tu vas en vacances en Afrique? J'ai dit oui, je vais au Sénégal. L'Afrique, c'est 54 pays. Et ça montre la complexité du sujet. Parler de la Lune dans la culture africaine, c'est parler de la Lune telle que c'est perçu dans 54 pays différents. Mais nous avons la particularité également d'avoir... Donc, je passe les autres données. La superficie, à peu près 1,4 milliard personnes, mais avec une complexité particulière quand vous regardez le cas d'un pays comme le Cameroun, qui se trouve quelque part par ici. Le Cameroun, rien que ce pays, c'est à peu près 240 groupes ethniques répartis en 3 grands groupes, donc les Bantous, les Semi-Bantous et les Soudanais. Donc, ce qui fait au total à peu près 240 langues nationales. 240 groupes qui parlent de la Lune de façon différente et qui ont leur propre perception en fait, de ce que la Lune représente pour chaque groupe. Le cas de mon pays, le Sénégal, donc, qui se trouve quelque part ici, le plus beau pays du continent. Donc pour vos vacances, venez à Dakar. C'était une parenthèse. Donc rien qu'au Sénégal, nous avons à peu près une dizaine de grands groupes en fait, ethniques. Il y en a plus, mais les principaux, donc les Wolofs, les Peuls qui sont partagés avec l'Afrique de l'Ouest. Vous les retrouvez au Mali, au Burkina, au Niger, et ainsi de suite, et en Guinée. Mais rien que dans mon pays, les Sérères ont toute une histoire à raconter par rapport à la Lune et par rapport aux étoiles. Les Peuls en font de même, les Wolofs également, les Djola également. Et si nous devions aujourd'hui résumer tout cela, je pense qu'on aurait... 1 mois à passer ensemble et on n'aurait même pas fini de parler du cas spécifique du Sénégal. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point il est difficile de parler de la perception que nous avons en Afrique parce qu'il s'agit d'une multitude de groupes ethniques avec des langues différentes et donc une histoire à raconter par rapport aux étoiles. Avant de venir ici, la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire une conférence devant l'Académie des sciences et qu'un des académiciens a posé une question. Il me dit... Depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude de voir dans le ciel 3 étoiles alignées, quasiment séparées par la même distance. Et dans sa culture, on raconte en fait que ces 3 étoiles représentent un âne, donc qui court, le voleur de l'âne et le propriétaire de l'âne qui poursuit donc le voleur. C'est la ceinture d'Orion. Donc, et ça, dans la culture Peul, c'est une constellation qui est visible, bien entendu, à une certaine période de l'année et qui a une signification pour les Peuls. Donc, on raconte cette histoire aux enfants. À chaque fois que vous voyez ces étoiles, la première étoile, c'est le voleur donc, qui tient l'âne et le propriétaire de l'âne qui est derrière en train de courir pour essayer de le rattraper. Et chez les Sérères, chez nous, c'est très différent. Ils racontent cette histoire autrement. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est juste un petit tour d'horizon. Prendre quelques pays et voir comment la Lune est perçue dans ces différents pays. Et bien entendu, la meilleure façon de raconter cette histoire, ça aurait été de le faire à l'africaine, c'est-à-dire couper toutes les lumières, avoir une pleine lune, et on se met tous autour de ce plateau. Je serais obligé de me mettre par terre, au milieu, tel un patriarche, raconter cette histoire de la Lune à travers la culture africaine. Mais ça suppose changer tout le protocole, et Bruno risque de m'en vouloir. Donc imaginez juste que nous sommes dans un village africain, le soir, et comme seule source de lumière, c'est la pleine lune. Alors, ça me rappelle bien entendu mes premières années dans un village qui s'appelle Fissel,
C'est à peu près à 150 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Et très souvent, en fait, dans cette partie du Sénégal, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, nous étions à la sous-préfecture, c'est la résidence du sous-préfet qui administre donc cet arrondissement, qui en l'occurrence, à l'époque, était mon papa. Et comme on en parlera certainement demain, quelqu'un qui voulait que je fasse tout sauf de l'astronomie. Il a réussi, en partie. Et donc, le soir, on nous a envoyés avec le majordome, on va dire, de la sous-préfecture, aller à la boutique. Et je garde toujours cette image, c'est un vieux, en fait, qui avait une vieille lampe torche. Et quand on marchait donc, pour aller à la boutique, nous, on avait peur parce qu'il faisait tout noir, c'était sombre. Et lui, il habite là-bas, c'était dans ses habitudes. Il marchait, donc il avait sa lampe torche et il éclairait. Et à un moment donné, il éteint la lampe torche. Nous, on est là, à regarder à gauche et à droite. T'as la lampe, ça veut dire allume la lampe. Il dit non, c'est pas la peine. Je dis mais allume la lampe, on voit rien. Il dit si, il y a la pleine lune. Et donc quand il y avait la lune, en fait, pour lui, c'était sa source de lumière, ça éclairait. Et rien que la lueur de la pleine lune, il avait l'impression d'être en plein jour. Nous, on avait peur, en fait. Et c'était paradoxal pour quelqu'un qui se retrouve à observer des étoiles depuis l'âge de 12 ans, d'avoir peur de l'obscurité. Ça, c'est aussi une partie de l'histoire, mais on fait avec. Alors, il faut bien qu'il y ait un commencement. Et on va aller au Nigeria, voir un peu comment ils expliquent donc la naissance de notre satellite naturel. Je pense que je n'ai même pas le droit à cet instant de parler de satellite naturel parce qu'on rentre vraiment dans des phénomènes techniques, alors que cette histoire doit se raconter de la même façon que nos ancêtres le faisaient. Il était une fois 2 soleils et pas de lune. Donc, c'est comme ça qu'ils racontent cette histoire. Et les 2 soleils étaient jaloux l'un de l'autre et rivalisaient donc dans des épreuves de force. Et finalement, donc, un des soleils, Atta, a décidé de tromper son rival Oko en l'invitant à aller se baigner. C'est paradoxal pour 2 soleils. Et arrivé au bord de la rivière, donc, ils ont retenu qu'Atta soit en amont et Otto soit en aval. Ils ont également retenu que ce soit Atta qui doit sauter le premier dans l'eau et que son rival Oko va le suivre. Il y en a un qui devait être plus intelligent que l'autre. Atta, au moment de sauter, je pense qu'ils ont dû faire un décompte, 3, 2, 1, hop, et Atta a jeté un gros rocher au lieu de sauter. Et Oko, qui a sauté, croyait donc que son rival Atta avait déjà sauté, s'est retrouvé dans la rivière avec une bonne partie de ses forces perdues. En même temps, donc, son pouvoir. Et bien entendu, cette image montre en fait que Oko a été refroidi par l'eau, a perdu de son pouvoir, a perdu de sa force. Et Atta, donc, qui a bien trouvé cela marrant, disant « Désormais, ton nom sera lune et tu ne régneras que sur la nuit, pendant que je régnerai sur le jour. » Et voilà ce qui en a fait un soleil et une lune à partir de cette histoire. Donc Atta et Oko sont là. Désolé si ça vous fait peur. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'ils parlaient des étoiles binaires? Je ne sais pas. 2 soleils, qu'est-ce que ça peut représenter pour eux? Quoi qu'il en soit, ils considèrent en fait qu'on est parti de l'existence de 2 soleils pour arriver à la création de la Lune. Et c'est cette histoire donc qui est racontée, génération après génération. Bien entendu, nous ne sommes pas dans la version astronomique et astrophysique de l'histoire. C'est comment elle est perçue par ces civilisations et racontée aux jeunes enfants autour d'un feu sous l'arbre à palabres. Au niveau du Ghana, donc, qui est là sur la carte, on a plusieurs représentations de cette lune. Et
Le croissant de lune est perçu au niveau du Ghana comme étant un symbole de féminité, c'est un symbole de fidélité, associé à une étoile, comme vous le voyez ici sur le chapeau du roi. Il évoque l'interdépendance des hommes et des femmes dans le mariage. C'est un couple, ils vont ensemble, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Et dans les tenues donc de chef, ces symboles évoquent la fiabilité du roi, qui représente l'étoile, face aux forces changeantes. Les phases de la lune qu'ils observent, c'est les forces changeantes de la femme, donc qui symbolise le croissant. Et cette juxtaposition fait référence à la fiabilité du roi, qui, en tant qu'étoile, est plus constant que les phases changeantes de la lune. Donc aujourd'hui, c'est un symbole dans la royauté qui est utilisé, mais qui traduit également l'humeur du roi, qui peut prendre ses décisions à son bon vouloir, mais qui a également donc cette étoile qui montre la fiabilité du roi dans ses décisions. Il est libre de faire ce qu'il veut, c'est le roi. Il peut être de bonne humeur aujourd'hui, tout comme de mauvaise humeur, mais quoi qu'il en soit, l'étoile qui représente donc un soleil montre que le roi reste toujours fiable dans ses décisions. Donc la lune aujourd'hui est perçue dans ce pays qui est le Ghana comme un symbole de la royauté. Au Nigeria, en période de plantation, pour reprendre donc leur expression, en période de plantation, nous commençons à observer la lune de près, tout comme nous observons les mois précédant la naissance de l'enfant. Sans la lune, il n'y aurait pas de vie. Et donc ici, on associe notre satellite, la lune, à la vie, tout simplement. Observer les phases de la lune comme on observe les mois précédant la naissance de l'enfant. Et bien entendu, on va vers ce fin de cycle du mois lunaire qui va nous amener à l'apparition du premier croissant. Et ce premier croissant, comme une naissance, annonce l'arrivée d'un nouveau mois, comme on observe les mois qui précèdent pour arriver à la naissance d'un enfant. Et ce qui est magnifique, c'est vous voyez ici comment donc, les phases de la lune sont représentées sur le corps de l'enfant pour une pleine lune, pour des phases soit croissantes ou gibbeuses. C'est ces dessins que vous voyez lors du festival annuel donc, de Mostar, la bière de la lune, où les jeunes, qu'on appelle les fils de la lune, sont peints en blanc, comme la lune, et avec des cercles pour dessiner les différentes phases lunaires. Ça, c'est au Nigeria. Et le Nigeria reste quand même le pays avec la plus grande population en Afrique. C'est un pays où chaque État, tout comme aux États-Unis, chaque État donne l'impression d'être un pays dans le pays. Et pour chaque État, vous allez avoir beaucoup de diversité culturelle, beaucoup de langues, beaucoup de groupes ethniques. Et du coup, ça donne encore plus raison à la considération initiale que rien que dans un pays, on peut avoir beaucoup d'interprétations de la perception que nous avons de la Lune. Alors, un pays qui est en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, la Lune est représentée très souvent sous forme de masque. Ici, vous avez donc un de ces masques, le masque lunaire du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Je pense que David Baratou a fait quelques années à Côte d'Ivoire, il doit avoir rencontré ces masques. Donc, c'est des masques qui sont sculptés par les baoulés et qui représentent donc la Lune, qui se distingue par des traits humains et cerclés donc d'un motif ornemental en forme de zigzag pour montrer l'éclat que dégage la Lune. Et ces masques donc sont utilisés lors de rituels qui se produisent donc lors de festivals et avant l'apparition des masques beaucoup plus importants. Au Mali, comme ici en Côte d'Ivoire, il y a toujours une danse des masques où les masques importants ne sortent qu'après
un premier passage de masques moins importants. Et ces masques baoulés, donc, qui représentent la lune, font partie de ces masques qui annoncent l'apparition de masques beaucoup plus importants. Donc tout ça, c'est des rites. Parfois, ça paraît être des rites initiatiques pour les jeunes. Ça peut être donc des jeunes qui passent à l'âge adulte. Ça peut être des rites liés à l'arrivée des saisons de pluie. Ça peut être des rites qui sont liés parfois à des cycles, comme chez les Dogons qui fêtent le cycle du couple Sirius A, Sirius B. Et donc, il y a une danse tous les 50 ans que les Dogons pratiquent et les masques sortent. Donc, il y a toujours des premiers niveaux de masques qui sortent, qui annoncent l'arrivée des masques beaucoup plus importants, qui sortent que pendant des périodes majeures. Alors, on va continuer notre petit voyage en République démocratique du Congo. Nous sommes en Afrique centrale. Vous avez ici l'exemple donc d'un masque qui est utilisé pour ce qu'on appelle la danse à la lune, à la nouvelle lune plutôt. Donc, au Congo, ils considèrent donc que les domaines du ciel et de la terre et de la nature sont conceptualisés par ce masque, donc avec les lignes que vous voyez, qui étaient utilisées pour la danse donc, de la nouvelle lune. Je parlais des événements. Ici, c'est les funérailles et d'autres types d'occasions. Et ce type de masque donc, qui sortent symbolise les différentes strates, les couches du ciel plutôt, et de la terre. Donc, vous avez la partie centrale qui représente le visage, et autour, vous avez un ensemble de cercles. Chaque cercle aura une signification pour ce peuple. Mais à la base, ce masque, il sort pour ce moment précis qu'on appelle danse à la nouvelle lune. Donc ça, c'est au niveau du Congo. Toujours au Congo, nous avons ce masque qui est très expressif, qui est utilisé dans la culture Luba. Donc les jumeaux appelés enfants de la lune sont associés à la divination et au monde spirituel. Donc un appui-tête soutenu par deux figures féminines, bras dessus, bras dessous, suggère des médiums spirituels jumeaux. Et la phase, la lune montante, donc la phase de la lune montante, sert de métaphore appropriée pour un état de conscience et de clairvoyance. Ça, c'est donc le type de masque très féminin qui symbolise beaucoup pour le peuple Luba en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Et donc, vous voyez, la lune reste toujours très associée à l'image de la femme, pendant que le soleil est très souvent associé à l'image du masculin. Et ça, peu importe la zone dans laquelle on se trouve en Afrique, c'est des symboliques qui reviennent. Que ce soit ici au niveau du Mali, chez les Dogons, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, jusqu'en Afrique centrale, cette image très forte de la lune associée à la fécondité, à la féminité, reste omniprésente. Mais la lune également est perçue sur un angle beaucoup plus religieux. Ici, c'est au Niger. Et donc un imam là-bas au niveau de Zender, une ville du Niger, explique que s'unir en pleine lune est synonyme de mauvais augure. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je termine d'abord. Pourquoi ? Parce que si pendant l'acte, la femme regarde les astres brillants dans le ciel, l'enfant qui naîtra sera un menteur. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de toits qui devaient être découverts dans certaines parties de mon pays. Et si le regard de l'homme, alors j'ai rien dit, si le regard de l'homme qui se laisse attirer par la brillance des astres, l'enfant sera un athée. Alors, je pense que par principe, aujourd'hui, on a tous un toit quand certaines choses se font. Mais je m'arrête à ça. Et selon certaines croyances, toujours dans cette partie du Niger, ce sont les soirs des lunes blanches, donc les pleines lunes, que les Komboltu, mangeurs d'âmes, sortent et s'emparent de l'âme des enfants.
Ces derniers, effrayés par la perspective, craignent de dormir à la belle étoile. Alors c'est paradoxal, parce que le Niger reste quand même un endroit magnifique pour observer le ciel, et quand des histoires comme ça sont racontées aux enfants, nous ne ferons pas d'appréciation, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de candidats pour être des astronomes et des astrophysiciens. Voilà, donc les mangeurs d'âmes qui sortent pendant ces nuits, ces soirs de pleine lune pour manger l'âme des enfants, je pense que c'est suffisamment effrayant pour que personne n'ait envie d'être astronome. Et c'est un des endroits où il n'y a pas réellement de pollution lumineuse dans cette partie de l'Afrique. Et le soir, vous avez l'impression de pouvoir toucher les étoiles du bout des doigts. Donc vous voyez ici, la lune, ce n'est plus une femme, la lune, ce n'est plus la fécondité, la lune n'est plus forcément un symbole de clairvoyance pour le roi ou autre. Ici, c'est un monstre tout simplement, qui est symbolisé par ces nuits de pleine lune. C'est pendant ces périodes que le monstre sort pour manger les âmes. Alors, sachant qu'on en aura très certainement beaucoup durant sa vie, je me demande comment les enfants doivent faire pour grandir et sortir les soirs de pleine lune. Donc la pleine lune, telle que c'est perçue au Niger. Mais la lune, c'est également des signes et des symboles. Au-delà de l'interprétation, au-delà de la représentation des masques, c'est également des signes et des symboles qui sont utilisés en Afrique. Et ici, quelques exemples donc, qui nous viennent du Musée canadien de l'histoire. C'est toujours chez les Luba, les 3 cercles donc, qui représentent l'être suprême, donc le soleil et la lune. Et cette combinaison donc, symbolise la continuité irréductible de la vie. La croyance populaire donc, qui veut que plusieurs cultures primitives craignent les éléments, mais en fait que les peuples africains tirent une certaine force de la continuité de cet ensemble. Et c'est ce qui est à l'origine donc, de la succession du jour et de la nuit. La deuxième image que vous voyez ici, qui symbolise l'union de toutes les créatures et qui confirme que tout est relié dans l'univers. Et troisième symbolique, le nœud chez les Yaka, qui est une forme d'expression de l'union du monde et de ses créatures. Donc à l'image du serpent qui se mord la queue, ici, c'est cette forme donc continue, qui est l'expression de l'union du monde et de ses créatures. Donc il sert à protéger la maison et la propriété d'une personne. Donc souvent, vous verrez dans certaines concessions que ces symboliques sont accrochés soit en haut d'une porte ou bien écrits quelque part sur un mur pour apporter donc le bonheur et protéger une maison. Ici, nous ne sommes plus toujours dans cette représentation de figures, mais c'est plutôt des signes et des symboles qui sont utilisés pour schématiser donc la lune. Mais la lune également, c'est un des principaux acteurs des éclipses. Et bien entendu, les éclipses se produisent un peu partout sur Terre, tout comme chez nous aussi en Afrique. Et l'interprétation peut être très variée de ce que vous avez l'habitude de voir ici. Peut-être que ça a évolué avec le temps. Mais jusqu'à maintenant, je peux vous assurer que les éclipses, c'est synonyme également de crainte. Et ça, jusqu'à tout récemment, on a des cas comme ça au Sénégal. Quand vous annoncez des éclipses, vous faites peur. Et ça n'a pas changé. Mais on va parler du cas du Burkina Faso, où la lune donc, est attrapée par un chat à chaque fois en fait, que l'éclipse se produit. Donc, que ce soit pour l'éclipse solaire ou que ce soit pour l'éclipse lunaire, ils considèrent, donc chez les Yoruba au Burkina Faso, que c'est un chat qui a attrapé la lune. Et donc, ils demandent à la population, surtout aux enfants, de prendre des casseroles et de faire beaucoup de bruit pour que le chat prenne peur et laisse la lune pour qu'elle puisse réapparaître. Donc ça, c'est une histoire formidable, mais c'est l'histoire également d'une jeune africaine du nom de Marie Korsaga, qui est rentrée dans l'astronomie
quasiment à cause de cette histoire. Ça l'a toujours intrigué d'entendre sa grand-mère lui dire qu'à chaque fois qu'il y avait éclipse, il fallait faire du bruit pour que le chat libère la lune. Donc elle a été tellement traumatisée par ça qu'elle a commencé à chercher. Et aujourd'hui, elle est devenue la première astrophysicienne en Afrique de l'Ouest. Donc il est beaucoup plus facile de parler de chats pour faire des astrophysiciens que de parler de monstres qui mangent les âmes au Niger pour les inciter au même résultat. Donc Marie Korsaga, qui nous rappelle toujours cette histoire, et Jeune Afrique, donc le magazine, rappelait également cette histoire lors de l'éclipse du 3 novembre 2013. Alors j'en parle parce que ça a été un des plus grands moments médiatisés au Sénégal où nous avions annoncé cette éclipse solaire et toute la presse a joué le jeu. Et paradoxalement, toute la population nous a écoutés. Et les imams ont donné les recommandations pour aller dans les mosquées pour prier. C'est des moments de prière, en fait. Il faut prier, mais pas que pour que la prière se réalise, mais pour que le soleil soit libéré, quand c'est une éclipse de soleil. Donc, on prie pour que le soleil soit libéré, tout comme on prie ici pour que le chat puisse laisser partir la lune. Et ça nous apporte un autre aspect extrêmement important de ce que la lune symbolise dans la vie des Africains, mais de façon beaucoup plus globale sur l'aspect religieux dans la vie même du monde musulman. Aujourd'hui, toute la vie d'un musulman repose sur les connaissances que nous avons de la lune. La vie du musulman est basée sur un calcul précis qui nous permet d'avoir le calendrier lunaire, mais dont le facteur initial reste quand même assez aléatoire jusqu'à présent si on ne fait pas appel aux éphémérides en astronomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce calendrier lunaire démarre à partir de l'observation du premier croissant. Donc la Lune va jouer un rôle déterminant à partir de là. Le premier croissant, pour l'observer, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en considération. En tant qu'astronome, nous savons tous à quel moment le premier croissant est censé apparaître. Nous savons comment l'observer, nous savons où l'observer. C'est des choses qui deviennent tellement standards qu'on ne se pose quasiment plus la question, mais qui sont au cœur d'un débat qui dure jusqu'à présent, on peut dire, un siècle, rien que dans mon pays, au Sénégal, et c'est quasiment la même chose pour l'essentiel des pays en Afrique. À quel moment nous pouvons voir ce premier croissant à l'œil nu? Pas avec un télescope, pas derrière une paire de jumelles, mais à l'œil nu. Et quand vous cherchez un premier croissant qui est illuminé, on va dire, à 1%, au moment où la Lune se trouve à 405 000 km, c'est-à-dire la période où elle est beaucoup plus éloignée. Ce premier croissant que vous cherchez est en pleine période d'hivernage, comme c'est le cas actuellement. Le ciel est quasiment couvert. Et vous voulez que le calendrier qui va se déterminer à partir de cette première observation provienne de l'observation de ce premier croissant, les chances deviennent très, très minces. Alors comment ça se passe? On écoute tout le monde. Il y a une commission qui est là, dans un bureau, sans instrument, et qui ouvre donc son téléphone. Et donc il y a des gens qui appellent. Bonjour, je suis à tel endroit, je viens de voir le croissant lunaire. Et on commence le calendrier sur la base de ce témoignage. Moi, ça ne me dérange pas. Sauf qu'il y a des moments, en fait, où des personnes ont appelé du Niger pour dire qu'ils ont vu le premier croissant. 2 jours avant, je dis bien 2 jours avant la conjonction. Bien entendu, le premier croissant, on le cherche après la conjonction. Et des gens qui appellent du Niger ou du Mali qui disent « on a vu le premier croissant 2 jours ou 1 jour avant la conjonction ». Et d'autres cas qui vous envoient des photos, vous disent « on a pu photographier le premier croissant lunaire, donc le calendrier va démarrer ». Imaginez la conséquence sur l'ensemble des mois qui vont suivre si on fait cette erreur. Et ces personnes vous affirment avoir vu, jusqu'à même aujourd'hui, oser montrer des photos. Et le cas le plus amusant, c'est quand quelqu'un a envoyé une vidéo
du premier croissant observé au Sénégal en disant « Voilà, je suis sûr, j'ai vu le premier croissant, on doit finir le ramadan. » On regarde la vidéo, le premier croissant est tourné vers la droite. En fait, c'était le dernier croissant du matin qu'il avait vu. Il prend sa vidéo et il annonce à tout le monde qu'il a vu le premier croissant. Et vous voyez en fait comment c'est particulier quand notre astre star de ce soir se retrouve au cœur même du calendrier de toute une communauté où les événements culturels, les événements religieux sont déterminés à partir de ça. On a besoin du maximum de précision pour arriver à déterminer donc ce calendrier. Et aujourd'hui, un travail qui a été fait, et c'est assez spécifique pour qu'on prenne un peu de moment à en parler, un travail qui a été fait depuis 2010 au Sénégal, c'est essayer de trouver comment introduire l'utilisation des éphémérides en astronomie pour qu'il y ait une bonne maîtrise du calendrier lunaire. Au départ, les gens vous répondent « la science n'a rien à voir là-dedans ». C'est très frustrant. Quand il y a des éclipses, on vous écoute. Quand vous dites qu'il y aura éclipse à telle heure, minute, seconde, les gens vous suivent. Mais quand vous dites que le premier croissant peut être vu, on vous dit que la science n'a rien à voir là-dedans. Les heures de prière sont calculées sur la base du trajet du soleil, avec précision. Quand vous les annoncez à l'avance, ils exécutent à la minute près. Et quand vous parlez de la Lune, on vous dit que la science n'a rien à voir là-dedans. Donc aujourd'hui, ils préfèrent écouter quelqu'un qui passe un coup de fil depuis un pays voisin pour dire « j'ai vu le premier croissant » et ils n'écoutent pas quelqu'un qui est en mesure de leur dire qu'il y aura éclipse tel jour, telle heure, telle minute et telle seconde. Et donc ce que nous avons commencé à faire, c'est que pour des moments précis comme ça, nous les invitons à venir observer la Lune ensemble. En faisant cet exercice, ils ont fini par comprendre, après 10 ans, 12 ans d'efforts, que ce n'était pas de la magie, qu'il n'y avait pas de chat derrière, qu'on n'a pas besoin de faire du bruit avec des casseroles, qu'il n'y a pas de monstre qui mange les hommes, mais qu'il y a des mathématiques derrière, et que ça se calcule avec précision. Aujourd'hui, cette partie a fait l'objet d'un film que je voudrais juste partager avec vous dans une toute petite séquence, avant de revenir sur notre chère Lune. Voilà, donc alors, c'est une petite séquence d'un film qui s'appelle Star Chasers of Senegal, chasseurs d'étoiles du Sénégal, qui parle de ce travail sur la Lune. Au-delà de ce que nous avons vu dans ce petit voyage à travers quelques pays, comment il est perçu à travers les groupes ethniques, à travers les différents pays que nous avons vus, l'impact sociétal, l'impact culturel de cette Lune dans la vie d'une bonne partie de la population africaine est résumé dans ce film. Alors je pense qu'il a été diffusé ici, si je ne me trompe pas, l'année dernière, et qu'il avait remporté le prix spécial du jury. Donc, permettez-moi, chers organisateurs, de passer cette petite portion. My country is 95% Muslim, and many traditional Muslims are hesitant to embrace modern science. Near the end of Ramadan, our holy months devoted to prayer, contemplation, and fasting, I have an opportunity to demonstrate how astronomy can help Islam. There are many people interested in learning astronomy at these events. I can show them where the crescent will appear by using astronomical calculations. I'm really nervous. It's always the same because they are all waiting for this moment. Time is extremely important for Muslims. Islamic law states the motion of the sun should dictate the timing of prayers. The Islamic calendar is based on the phases of the moon. The new crescent moon marks the beginning of every month, an important
events like Ramadan. Maram's passion for modern astronomy inspires many Senegalese people. But Muslim authorities here only accept crescent moon sightings, observed with the naked eye. The Islamic tradition is to observe the moon using the naked eyes. It comes from a recommendation of the Prophet. This can cause major confusion. If the crescent is not seen here tonight because the skies are cloudy, the end of Ramadan will be delayed for a day. But what if it is sighted somewhere else in Senegal where there are no clouds? When should Ramadan end? This is a centuries-old dilemma that could be easily overcome with modern science. Tonight, in a compromise, the committee of imams responsible for calling an end to Ramadan have given Maram permission to use binoculars. It's just wonderful because we was not expecting to get it because the crescent was very, very thin, and fortunately we have the opportunity to see it, and maybe we will have also other information from the country. So we have informed the National Committee that the crescent was sighted here in Dakar, and they have the final word to decide that the celebration will be tomorrow. Imam Diène of the National Commission for Consultation on the Lunar Crescent declares that Ramadan has come to an end. Everyone is celebrating the end of fasting. I have been invited to be part of a 3-hour discussion about science and Islam at our national broadcaster, RTS. Well, I don't think that astronomers are celebrities, or I'm not just feeling like a star, or maybe people really appreciate the kind of information we are sharing with them about astronomy, because practicing their religion depends on this kind of information. Tonight, Maram has the opportunity to talk astronomy with Imam Diène, who has just called an end to the fast. In front of an audience of millions of Muslims, the Imam agrees. Modern science may well be the most accurate way to sight the crescent. Maram sees this as a major win. To see this important person saying that it is possible now to use astronomical data is an important step in what we are doing to find a solution. Voilà. Merci. Alors, vous avez remarqué sur la vidéo que j'avais un peu moins de cheveux, mais surtout beaucoup moins de cheveux blancs. Je pense que ça a poussé beaucoup plus vite que d'habitude à cause de ces problèmes. Quand vous avez 16 millions de personnes qui attendent une information aussi cruciale et qui dépend d'un petit croissant de lune, et que vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules, il n'y a pas plus stressant que ça dans la vie. On n'a pas cherché. Mais notre rôle est également, au-delà de cette perception que les Africains ont de la Lune, notre rôle, c'est d'apporter également la science.
c'est d'expliquer comment les choses fonctionnent. Parce que si nous ne le faisons pas, on laisse perdurer des croyances qui, certes, ont leur place dans notre histoire. Ces masques, c'est magnifique, c'est dans nos musées. C'est une histoire à raconter aux générations futures, mais pas que la seule histoire. Il y a la partie scientifique, la vérité scientifique qui doit être racontée également. Et sur le croissant lunaire, par exemple, on est arrivé à un moment où certains ont considéré que c'était un domaine sacré, que la science n'avait pas son mot à dire là-dessus. Les premières publications que nous avons eu à faire au Sénégal pour parler de ça, pour nous, c'était tout à fait naturel. Quand nous faisons nos soirées d'observation, comme tout un chacun d'ici, on regarde les éphémérides, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce soir, quelles sont les coordonnées, et je pointe mon télescope là-dessus. Mais quand vous le faites pour la Lune, pour le Ramadan par exemple, les gens vous disent, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Les scientifiques n'ont rien à dire là-dessus. Et il a fallu 14 années, je dis bien 14 années, depuis 2008, où nous sommes en train de nous battre, pour qu'ils commencent à prendre en considération la position des scientifiques. C'est également notre rôle, c'est l'héritage que nous devons laisser pour les générations futures. Parce que quand nous ne le faisons pas, on laisse la place donc à ces histoires, ces traditions orales qui se racontent, et de plus en plus de personnes vont finir par croire que c'est des questions magiques, c'est des questions mystiques, et que la science n'a pas son mot à dire. C'est de la pure science, et nous avons essayé, jour après jour, plateau télé après plateau télé, conférences, expositions, émissions radio, à expliquer qu'il n'y avait rien de magique derrière, sans pour autant heurter les positions de ces croyances. Et je pense que la subtilité, c'était ça. Quand vous avez ces croyances qui sont racontées, cette perception que nous avons des astres dans nos cultures, c'est quelque chose qui est beau. Ces contes qui sont racontés, c'est une beauté extraordinaire. Ces sculptures, c'est également la culture, c'est l'histoire de l'Afrique. Et on n'a pas le droit de venir balayer ça d'un coup de main. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'écouter, de comprendre, d'apprendre de la part de cette histoire, mais de leur dire, sur le plan scientifique, voilà comment les choses s'expliquent. Et ce travail, nous devons le faire. Donc la Lune, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à travers les pays, se raconte de différentes façons. On aurait pu sélectionner un schéma beaucoup plus large, parler de l'Afrique orientale, parler de l'Afrique du Sud, chez les Zoulous, les Bantous et autres. Mais comme je vous dis, on n'aurait pas suffisamment de temps pour parler de tous ces cas. Donc c'est juste un échantillon que j'ai voulu vous montrer. Vous rappelez que l'Afrique est un continent extraordinaire, avec une diversité culturelle incroyable, que dans un pays, vous allez avoir l'impression d'être dans un continent avec beaucoup de groupes ethniques, et que la meilleure façon de découvrir tout cela, c'est que si l'occasion se présente, c'est de descendre sur le terrain et de voir comment ces peuples vous racontent leur histoire avec le ciel. Nous avons eu la chance, en faisant ce film « Chasseurs d'étoiles », et on en parlera certainement demain en détail, de découvrir un site mégalithique au Sénégal. La plus grande concentration de cercles mégalithiques se trouve dans cette région, au monde, se trouve dans cette région sénégambienne, où sur une distance de 700 km, on a à peu près 1900 cercles mégalithiques qui sont posés depuis à peu près 3000 ans dans le passé, et on ne sait pas qui l'a fait. Et les archéologues ont fait un travail remarquable pour faire des fouilles, découvrir des ossements, des bijoux, ainsi de suite, mais jamais un travail profond n'a été fait en lien avec l'astronomie. Et pour le tournage de ce film, nous avons été là-bas avec un ami qui est à la NASA, Marc Bouy, pour faire des mesures. Et on s'est rendu compte en fait que l'ensemble de ces cercles que nous avons étudiés étaient orientés sur la base de connaissances des équinoxes, des solstices, et ce n'était pas fait au hasard. Pour l'essentiel des cas que nous avons étudiés, la précision était quasiment de 1 degré. Pour le point le moins précis, on était à 1 degré. Et ça, vous le verrez sur le film Chasseurs d'étoiles du Sénégal. Le film sera diffusé, je ne fais pas de publicité, je suis tombé sur l'annonce comme vous aujourd'hui il y a 2 jours. Ce sera diffusé sur Arte le 10 août à 23h30. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore vu de voir cette partie concernant les sites mégalithiques. Et donc, on a vu
au sol des boussoles qui sont posées, qui donnent les directions est-ouest, nord-sud, jusqu'à la précision d'un angle de 23 degrés, l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et ça, sur des cercles qui font, chaque colonne fait à peu près 2 à 3 tonnes, qui ont été déplacés, taillés, déplacés, enfouis dans le sol, arrivés à ce niveau de précision pour faire quoi? Prédire l'arrivée peut-être des saisons de pluie, on ne le sait pas. Nous ne sommes pas là au moment où ils sont en train de poser ces cercles, mais quoi qu'il en soit, c'est que sur tous les cas que nous avons étudiés, il y a eu une précision, quand vous utilisez le GPS, vous voyez une précision incroyable sur l'emplacement qui ont été utilisés pour ces mégalithes. Et ça, c'est des choses qui sont là au niveau du Sénégal, pour lesquelles la science doit apporter également son mot, à dire sans quoi on va considérer juste que c'est des sites funéraires qui font peur à certains, il ne faut pas y aller, il ne faut pas traverser cette zone, ainsi de suite. Donc, il y a la culture africaine, il y a l'histoire qui se raconte, et elle doit continuer, parce que c'est la beauté également de ce continent, mais nous avons ce travail de mettre à côté la science pour apporter les réponses exactes dont les générations futures ont besoin. Si nous ne le faisons pas, ce sera une tradition orale qui peut se perdre, une tradition écrite qui n'est pas forcément la bonne. Ce n'est pas un chat qui attrape la lune pendant les éclipses. Et si nous ne le faisons pas, nous laissons aussi un contenu pédagogique qui peut être très important, passé sous la main des jeunes générations. Donc c'est ce travail également sur lequel nous sommes en train de faire. J'étais censé vous parler de la lune. J'ai essayé de vous montrer comment elle est perçue dans différents pays africains. J'étais censé vous parler de la lune dans la culture africaine. J'ai essayé de vous montrer comment elle impacte la vie des Africains. J'étais censé vous parler de la lune et pour cela, je vous avais prêté ma bouche, comme disait un grand orateur, Massamba Gueye du Sénégal. Je vous avais prêté ma bouche pour vous parler. Veuillez me la rendre, s'il vous plaît. Vous m'aviez prêté vos oreilles pour m'écouter. Je vous les rends et vous remercie de votre aimable attention.